Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre magazine Entretien qui reçoit aujourd'hui Nikez Kibel-Bel. Nikez, bonjour. Bonjour, chers confrères. Nikez Kibel-Bel est reporter de guerre et journaliste d'investigation, spécialiste des mouvements terroristes en Afrique centrale. Auteur de plusieurs livres sur le terrorisme en République démocratique du Congo, dont les djihad en RDC, exhortation, témoignage, vitalité ADF-MTM, l'État islamique en Afrique centrale de l'ADF-MTM en RDC, à Al-Souna au Mozambique, mais également la balkanisation de la RDC, mythe et réalité. Mais également, vous avez écrit sur le FARDC face à la guerre non conventionnelle. Vous avez beaucoup écrit, hein? Vous êtes parmi les rares spécialistes qui s'intéressent au mouvement terroriste à l'est de la République démocratique du Congo. En tant qu'expert, pourquoi les massacres des civils persistent à l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. C'est une question qui mérite une réponse assez large et globale. Pourquoi les massacres persistent? D'abord parce que nous avons mis beaucoup de temps à reconnaître l'identité de l'ennemi et sa stratégie. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la majorité des Congolais doutent encore de l'identité de l'ennemi. L'ennemi s'est présenté sous une fausse identité, ADF, qui ne signifie absolument rien, ça signifie seulement Alliance des forces démocratiques ou forces démocratiques alliées. Il a caché sa vraie identité et nous avons tout fait pour la découvrir. Mais il faut que le peuple congolais, il faut que les autorités congolaises, il faut que les dirigeants congolais, il faut que l'armée reconnaissent cette identité, reconnaissent la stratégie de l'ennemi et changent la perception de l'ennemi qui va de pair avec la perception de la guerre. Voilà en bref ce que je peux dire sur... Alors, Monsieur Nikez Kibel-Bel, vous êtes basé à la République démocratique du Congo. Comment est-ce que les ADF, MTM et supplétifs se dissimulent dans la population? Ils se ravitaillent comment? Ils mangent comment? Ils vivent comment? Merci beaucoup. D'abord, ils sont dans un système qu'on appelle la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, contrairement à la guerre conventionnelle, a ses règles. Toutes les guerres ont chacune ses règles. Et notamment dans la guerre asymétrique, il y a la dissimulation, il y a la ruse, parce que dans la guerre asymétrique, l'argent n'est plus le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est la ruse, la perfidie. Et ils ont pratiquement excellé dans la ruse. Ils ont créé des réseaux dormants et des réseaux actifs. Mais comme nous le disons souvent, et ils comprennent bien la signification du verbe se battre. À l'école primaire, nos maîtres nous disaient on se bat à deux, face à face. Mais dans la guerre asymétrique, toute personne qui entre dans le circuit, il peut être à 1000 km du lieu de la guerre, il est combattant, il conjugue le verbe se battre. Et ce qui signifie que l'ennemi le plus dangereux peut ne pas être celui qui est au front, mais celui qui les ravitaille en carburant, en argent, en renseignement, tout ça. Bref, ils ont maîtrisé le levier d'une guerre asymétrique, qui est d'abord le contrôle du renseignement. Ça, on peut tout dire, nous n'avons pas honte de le dire, qui maîtrisent les renseignements au front mieux que nous, mieux que l'armée. Et c'est ce qui leur permet d'être mobiles, d'opérer dans des petits groupes, et surtout de faire la guerre de la foi. Parce que la guerre qu'ils font, c'est la guerre de la foi. Et dans la guerre de la foi, la récompense est au paradis et au ciel. Donc, ils mènent des guerres de kamikazes, ils se sacrifient pour cela. Et en lisant votre livre, Nikez Kibel, le djihad en République démocratique du Congo, exhortation, témoignage et vitalité des ADF MTM. D'abord, pourquoi MTM? Et vous avez même écrit, hein, tous les secteurs de la vie sont infiltrés par les ADF, les commerces, les motos, les ONG, partout. Pouvez-vous expliquer ça pour que les gens qui nous suivent puissent être édifiés, ce qui se passe réellement dans la région de Béni, hein, même dans une partie de l'Itourie? Pourquoi? Qu'est-ce que signifie MTM? C'est une abréviation
qui signifie Madina Atawet Wal Mujahideen. Dans la traduction littérale, c'est le Mujahideen, ce sont les combattants de la guerre de la ville sainte ou de la cité sainte de Madina, en référence au prophète Mohammed qui s'était retranché à Médine, Oui. pour reconquérir la Mecque. Et on a dupliqué Médine pour donner chez nous Madina, qui est en pleine forêt, en plein parc de Virunga. Donc, Madina, et c'est ça le vrai nom des ADF. ADF ne signifie absolument rien. Donc, eux, ils sont des Moujahidines, des combattants de la ville sainte de Médine ou de Madina. Mais pour mieux cerner la signification de MTM, ils se fondent sur le premier des 5 piliers de l'islam. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Donc, l'unicité de Dieu. Ils combattent pour l'unicité de Dieu, reconnu comme le seul et avec son prophète. Ils sont à Beni, ils sont en Ituri aujourd'hui, ils sont presque, je dirais presque partout parce qu'ils recrutent un peu partout, mais ils survivent parce qu'ils ont un ancrage sur la communauté, sur la population. Et je l'ai dit tout à l'heure, ils utilisent la ruse, la perfidie, mais la terreur, parce que le terrorisme, c'est avant tout la terreur. Psychologiquement, ils posent des actes qui poussent la population à choisir entre l'armée, les FARDC, et eux, sachant bien que eux, ils ont un avantage, comme ils vivent dans la population comme le poisson dans l'eau, Oui. ils peuvent facilement cibler la population. Comment ils se ravitaillent? Je donne un simple exemple. Oui. Quand vous êtes dans le Bachou c'est la chefferie dans le territoire de Beni, Oui. ils sont à Moalika. À Moalika, ils font les champs. La population cultivatrice loue les terres auprès de MTM. Et la population fait les champs. La population paye 30% de la récolte comme effort de guerre. Mais chaque jeudi, cette population fait le champ pour les comptes de MTM. Et bien sûr, ils vendent le produit des champs. Donc, ils ont 1001 façons de vivre. Ils font les cafés, ils font du bois, ils font les minéraux, parce que la guerre a un soubassement économique. Et ils font tourner les affaires à travers les petits et les grands commerces, à travers des motos, à travers même ce que nous appelons communément les cambis ou les changeurs, donc les bradeurs de monnaie. Ils ont infiltré partout. Hein. Ils ont même infiltré les commerces toutes les partout, couches, toutes les couches services de l'État également. Toutes les couches de la population. Parce que la guerre, c'est d'abord l'infiltration. Une guerre, dans toutes les guerres, il faut tenir compte de l'infiltration des agents doubles. Et ça, on ne peut pas s'étonner qu'ils soient avec nous et parmi nous. Et dans vos livres, vous avez écrit les ADF MTM veulent islamiser cette partie de la République démocratique du Congo en imposant la charia, parce qu'il y a la madrasa qui est enseignée à Brousse aux enfants qui sont kidnappés, même aux enfants des ADF. Ça se passe comment, Nikez? Bon, d'abord, ils enseignent la charia qui est pratiquement, si je peux dire, la constitution de l'islam. Mais ils enseignent aussi, au-delà de la charia, ils enseignent la sunna, qui sont les faits et les gestes du prophète quand il était à Médine. Alors, la charia insiste sur, par exemple, les châtiments corporels, qu'on appelle la part d'Allah. Ça, c'est non négociable. Par exemple, couper les mains, lapider, même tisser même des lèvres des gens qui parlent. Ils ont toutes les sortes de punitions. Il y a des armoires à clous, on peut vous mettre là-dedans. On fait bouger l'armoire, les clous pénètrent dans votre corps, vous mourrez. Ils ont des cachots à trous, ils ont un peu tout, en fait. Ils veulent reproduire à leur manière la pureté de l'islam telle qu'on doit la vivre sur terre. Et pour cela, il faut réinstaurer l'islam l'État. Radical. Hein? L'islam radical, vous avez trouvé le mot. Il faut vivre l'islam, pas comme la comico la vit, et le vit plutôt, pas comme les sunnites, les chiites, mais l'islam tel qu'eux le perçoivent, c'est-à-dire la charia et la sunna du prophète. Et les ramifications maintenant avec Daesh, vous l'avez écrit également dans l'un de vos livres, et puis avec
Al-Sunna au Mozambique. Ça se passe comment ces liens-là et comment ils collaborent? Et parce qu'au début, les ADF ne communiquaient pas, mais quelquefois, ils postent certaines images de terreur pour montrer au gouvernement qu'ils sont à mesure de faire plier le gouvernement. En effet. D'abord, à l'époque, quand ils cachaient leur identité en se présentant comme ADF, eux-mêmes n'ont jamais dit qu'ils sont des ADF. Ça, c'est nous qui les appelons abusivement ADF. Leur vrai nom, c'est MTM. Ils ont caché leur identité, mais finalement, il y a eu changement brusque avec l'arrestation de leur chef, Djamil Moukoul, en 2015. On n'a jamais extradé au Congo. On n'a jamais extradé pour une raison simple. Pourquoi? Je me souviens à l'époque, quand j'ai posé la question aux autorités militaires, à la justice militaire ici, la réponse était claire. Le président Museveni, le président de l'Ouganda, a dit que les prisons en RDC ne sont pas sécurisées. Et si on remettait Djamil, dans les 2 mois qui suivaient, il serait évadé et on le perdrait. Et tout ce qui se passe à Beni, à Butembo, aujourd'hui, lui donne raison. Même ici à Makala, bien sûr, ça donne raison au président Museveni. Donc, il a estimé que Djamil Moukoul était mieux sécurisé en Ouganda qu'en RD Congo. Donc, ce problème, effectivement, l'État congolais l'avait posé, il a reçu la réponse qu'il fallait. Donc, Djamil arrêté, il y a Moussa Baloukou qui a pris la relève. Et il a ouvert le MTM, donc il l'a internationalisé. D'abord, il est entré en contact avec les Chebab qui sont des djihadistes de la Somalie. Mais aussi, il faut savoir que nous avons des relations pratiquement indirectes avec la Somalie, à travers le Kenya. Des Somaliens se sont installés au Kenya, ils ont pris la nationalité kenyane, ils sont arrivés, ils arrivent chez nous régulièrement, peut-être avec des documents, peut-être non. Nous avons aussi des frontières poreuses, notamment Uvira, où ils passent par la Tanzanie, le Burundi, jusque chez nous. Jusqu'à Kinshasa même. Kinshasa même, aucun secteur, aucune localité n'est épargnée, sauf qu'il y a des endroits où ils n'ont pas agi. Alors, ils ont ouvert le mouvement, ils ont reçu des inspecteurs pour voir si l'islam qu'ils prêchaient répondait au djihad, à la définition du djihad. Et effectivement, les inspecteurs ont trouvé que, à part la couleur locale, cet islam-là pouvait répondre au djihad. Et ils ont été adoubés. En 2017, ils ont été reconnus comme faisant partie de l'État islamique, que nous appelons Daesh. Daesh et l'État islamique, c'est la même chose. Daesh signifie le pouvoir à travers la charia, donc le pouvoir politique. Alors, donc ils ont été reconnus membres ou bien faisant partie de Daesh ou de l'État islamique. Mais l'État islamique a des compartiments. L'État islamique chez nous, il forme la province Afrique centrale dont nous avons la RDC, nous avons la Tanzanie, nous avons le Mozambique, j'en arriverai, nous avons le Kenya, nous avons l'Ouganda aussi. Mais comment on est arrivé au Mozambique? Avant, on ne savait pas. Mais il faut savoir aussi que le pouvoir actuel en Ouganda, le pouvoir du président Museveni, son maquis était au Mozambique. Donc, peut-être ils ont laissé les liens. Mais en 2016, il s'est passé un événement en Ouganda. Un groupe de gens avait kidnappé la fille d'un homme d'affaires. Après 10 jours, on a retrouvé le corps. Elle s'appelait Suzanne Magara, je pense. Okay. Et les enquêtes ont abouti à une mosquée qui s'appelle Ousafi. Lorsque la police ougandaise est arrivée à la porte de la mosquée, elle a été accueillie par une slave de coups de feu. Donc il y a eu pratiquement échange de coups de feu entre la police ougandaise et ceux qui étaient dans la mosquée. Jusqu'à ce que l'armée ougandaise a pu intervenir pour neutraliser ceux qui étaient dans la mosquée. Et dans la mosquée, on a retrouvé plus de 200 personnes, hommes, femmes et enfants, avec armes et munitions, qui devaient aller à Beni, à Madina, à Beni. Là, c'est à quelle année? 2016. 2016. Et l'imam
président de la mosquée, qui doit s'appeler Sambia Faïda et Faïdal, le nom m'échappe, a réussi à fuir. En 2017, on l'a arrêté dans le district de Cabo Delgado, au Mozambique, c'est-à-dire au camp de Al-Sunna. Al-Sunna, c'est une abréviation qui signifie ceux qui suivent le prophète, disciples du prophète. MTM signifie les combattants de la ville sainte, ceux qui combattent pour l'unicité de l'islam, qui reconnaissent Allah et le prophète. Donc les deux ont presque une même explication, une même idéologie. Les contacts ont été établis entre les MTM en RD Congo et Al-Sunna au Mozambique, à travers, parce que la province Cabo Delgado est à la frontière avec la Tanzanie. Mais une parenthèse, un recul, les MTM ont une souche tablique, c'est-à-dire indo-pakistanaise. Le tablique est né en Inde dans les années 20 et a migré vers la Tanzanie jusqu'à Béni. Et les tabliques signifie propagation de la foi, mais ils se battent pour la pureté, comme vous l'avez dit, de l'islam. Ils se battent, ils sont à la recherche de toutes les brebis égarées, dont des musulmans qui n'appliquent pas la charia et la sunna, mais aussi la conversion des apôtres, donc des kafris, comme on dit, des non-musulmans, par l'épée. Donc voilà un peu comment on est arrivé là. Et ensemble, ils forment ISCAP, c'est-à-dire la province Afrique centrale de l'État islamique, avec comme base la Somalie. Et un peu plus tard, un peu plus loin, vous avez Boko Haram. Eux aussi, ils forment la province Afrique de l'Ouest, avec comme base, bon, soit le Nigeria, donc soit le cancer a tellement rongé la République démocratique du Congo, hein, du terrorisme. Mais oui, parce que finalement, l'État islamique ou Daesh gagne pratiquement toutes les frontières. Et comme vous avez utilisé le mot cancer, c'est un cancer métastasé, un cancer qui évolue petit à petit, et comme toujours, on se rend compte en retard que le cancer a gagné pratiquement toute la République démocratique. La ville de Butembo qui était épargnée aujourd'hui, elle est infectée maintenant par les phénomènes ADF. Il y a le territoire de Mambasa à Ituri, aujourd'hui aussi affecté par les tueries des ADF. Alors j'ai lu également l'une de vos publications dans le journal Les Coulisses, dont vous êtes éditeur. Il y a quand même un paradoxe pour Béni. Hein. Oui. Béni a migré vers la culture du cacao. La quasi-totalité de la population a fui les agglomérations et puis leurs champs, mais la production a augmenté. Qui exploite réellement le cacao de la population qui a fui? Parce que ce cacao devrait pourrir au niveau de la brousse. Et je vais enchaîner par une autre question. Vous allez ramasser les deux questions l'une après l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux assassinats des imams à Béni? Merci beaucoup. Vous soulevez le problème du cacao. Effectivement, c'est un paradoxe. Parce que le cacao n'est pas comme les arachides, n'est pas comme le café. Le cacao, c'est un produit agricole d'exportation. Le cacao, on le cultive, la récolte se fait dans le champ. C'est-à-dire, lorsque vous avez récolté le cacao, vous devez le laisser sécher au champ. On ne l'amène pas au village. Donc, lorsqu'on attaque les cultivateurs, et ces attaques, c'est souvent pendant la période de la récolte. À partir du mois de septembre jusqu'au mois de janvier, le taux d'attaque et de tueries augmente. Alors, la logique aurait été que les cacao puissent pourrir dans les champs. Parce que les cultivateurs ont fui, certains ont été tués. Curieusement, les exportateurs continuent à exporter comme si de rien n'était. Qui tue? Qui vend les cacao aux exportateurs? C'est toute la question. Parce que les vendeurs, qu'ils soient MTM, qu'ils soient criminels, transfrontaliers, bandits, tout ce que vous voulez, il a volé dans le champ, soit en tuant, soit les cacao abandonnés, mais il y a des preneurs. Et dans la chaîne de la criminalité, les preneurs participent aux tueries, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils financent, oui. Parce qu'ils achètent d'abord les produits d'autrui.
Des deux, on aurait, vous l'avez bien souligné, on aurait pu constater une chute d'exportation des produits, des produits agricoles, notamment les cacao. Mais ça n'en est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Donc, il faut poser la question. Vous avez posé une problématique, mais il faut aller plus loin. Qui achète les cacao des paysans tués? Qui achète des cacao des paysans ayant fui? Et comment ces cacao sortent de la RD Congo dans les périodes aussi difficiles? Et le véhicule de ces acheteurs ne sont pas attaqués ni brûlés par les EDF. Mais donc, ça, c'est une autre donne. On risque de nous accuser de prophètes de malheur. Mais on constate que les véhicules des acheteurs, des exportateurs ne sont pas brûlés. C'est comme aussi dans les carburants. Les camions citernes ne sont... Bon, nous ne souhaitons pas. Mais on peut brûler tout sauf les camions qui transportent les produits pétroliers. Donc ce sont des paradoxes. Mais nous disons, le champ d'investigation est vaste. Il ne faut pas seulement qu'il soit qu'une seule personne investigue. Ça, c'est d'ailleurs un appel à la confrérie, à tous les journalistes qui doivent venir investiguer, poser cette problématique et mettre des hypothèses pour comprendre la mécanique terroriste à l'Est. C'est ça le questionnement. Et la deuxième préoccupation... Oui, comment les imams ont été tués à Béni? Est-ce qu'il y a des liens avec les EDF? Parce qu'en lisant votre livre, il y a certaines révélations dans votre livre et puis même des témoignages lors du procès de Mamadou à Béni. Le deux imams notamment, le Cheikh Ali Amin, l'imam de la mosquée de Mopanda, nous avons enquêté sur son cas. L'imam a eu des menaces presque un mois avant son assassinat. Il a eu des menaces et les FRDC ont réussi à arrêter des gens qui sont venus lui remettre la fatwa, c'est-à-dire la sentence de la peine de mort. Ces gens disaient ceci, que l'imam aurait reçu l'argent pour prêcher les djihad, recruter des jeunes et les envoyer dans la forêt. L'imam n'a pas accompli, n'aurait pas accompli, nous utilisons les conditionnels, n'aurait pas accompli la mission. Et on lui a envoyé des messages. Le premier message, on lui demandait, d'abord avant cela, il a été interpellé par les services. Il a passé, je pense, une nuit ou deux nuits au cachot de l'auditorat. Les groupes de pression, la société civile a fait pression. Ils sont infiltrés également par l'ennemi. Hein. Ah, mais c'est ça. La société civile fait pression sur la justice militaire. La justice militaire pose le problème à l'imam. Vous serez mieux sécurisé ici au cachot. Parce qu'ils avaient déjà des informations. Oui. Il vous revient de choisir comment l'imam pouvait dire à la population, rentrez, moi je suis mieux au cachot. L'imam, comme les Quinois savent, il est mort comme Kapouépoué. Donc il a eu honte de dire que si je rentre, on va me tuer. Et il a reçu des messages. Et les messages étaient clairs. Vous convoquez une assemblée de tous les musulmans, vous leur dites que vous êtes un faux musulman, que tout ce que vous avez prêché était faux, ça n'entrait pas dans la ligne de conduite donnée par Allah. Donc, vous devez vous dédire et vous renier. Il ne l'a pas fait. Pendant presque une semaine, il a reçu des menaces. Et comme la fatwa a été proclamée sur lui, et on l'a tué en pleine mosquée. L'imam de Mavivi, lui, nous nous sommes posé deux questions. Il collaborait très bien avec les FARDC. Mais est-ce qu'il ne jouait pas à la takia? La takia, qui veut dire, c'est, au fait, chez les djihadistes, c'est la science de la ruse, l'art de la ruse. C'est-à-dire que on vous largue dans la communauté, vous posez les actes comme si vous n'étiez pas musulman. Vous vous attaquez aux musulmans. Mais vous jouez la perfidie pour que vous jouez le rôle de l'infiltré. Donc, la takia vous permet de mentir, vous permet même de prendre, parce qu'à Béni, les gens posent des questions, comment des ADF peuvent boire l'alcool. Non, la takia vous dit, quand vous infiltrez un milieu, vous adoptez toutes leurs attitudes
Parce que vous êtes dans une mission commandée. Lorsque vous mourrez, vous allez au Comme paradis. une Vous allez dame de l'ONG internationale que vous citez dans l'un de vos livres, hein, qui travaille aussi à Béni, mais qui collaborait également tout en étant, on dirait qu'elle était pour le gouvernement, mais elle faisait son job. Donc, on va y arriver par rapport aux solutions. Alors, comment lutter efficacement contre ces cancers dont vous aviez parlé pour mettre fin à ce terrorisme à la République démocratique du Congo? Que doit faire le gouvernement à travers le service de renseignement, parce que dans une guerre asymétrique, on doit plus actionner par la partie renseignement, mais aussi requinquer les FARDC. Oui, il y a, au fait, c'est beaucoup de réponses à la fois. Beaucoup de réponses à la fois. Vous avez raison d'insister d'abord sur le renseignement, parce que le renseignement, c'est la base de tout. On ne peut pas mener une guerre si on ne maîtrise pas les services de renseignement. Ça, c'était fait. Mais le terrorisme, c'est un cancer métastasé, nous l'avons dit, mais nous avons dit aussi ici qu'il travaille sur les réseaux dormants et des réseaux actifs, et que nous devons changer la façon de la perception du verbe se battre. L'ennemi est partout. Alors, il y a ceux qui ont fait et qui sont dans une approche américaine, une approche systémique. On dit il faut faire comme la biologie. Vous voyez, la biologie, dans sa spécificité, la biologie étudie le fonctionnement du corps humain. Nous avons l'impression que le corps humain, les membres, les parties du corps humain n'ont aucun lien entre elles. Mais en réalité, ils se tiennent. Et lorsque vous prenez un exemple, si vous souffrez du rhume, vous vous rendez compte que c'est tout le corps qui est malade. Alors, lorsqu'aussi nous prenons les cas des chirurgiens, lorsqu'on veut opérer quelqu'un, on cherche l'anesthésiste. Il doit d'abord stériliser la partie pour que les microbes ne puissent pas interférer dans la plaie. Donc, bref, il faut étudier tous les systèmes, tous les réseaux actifs et dormants du terrorisme. C'est-à-dire depuis... Quelle différence entre les réseaux actifs et dormants, parce que l'émission a un caractère pédagogique nicaise? Les réseaux actifs, ce sont ceux-là qui sont au front, qui se battent, qui amènent les armes, les munitions, et ainsi de suite. Les réseaux dormants, ils sont avec nous dans la ville, enfin, ils vivent avec la population, ils jouent aux agents doubles, ils donnent des informations, ils peuvent dire non, un véhicule FARDC vient de passer, et à telle heure, il arrivera à tel endroit, il a donné l'information. Ils peuvent ne pas être des musulmans, enfin des djihadistes. Parce qu'il faut faire la part des choses entre les musulmans et les djihadistes. Ils ont mis des moyens pour mais ils ont mis des moyens. Ils ont acheté des concessions. Ils ont mis des moyens. Il y a les gens caoutchouc chez nous et puis ce compte est accrédité. Et crédité, pardon. Mais à l'époque même, il y a une banque qui avait créé même un compte islamien, uniquement pour les musulmans. Vous comprenez un peu qu'ils sont dans tous les rouages. Donc, il faut lutter sur arriver à neutraliser tous ces réseaux pour les isoler. Ceux qui sont dans la forêt, s'ils sont isolés, s'ils n'ont plus de ravitaillement en nourriture, en munitions, en armes, en renseignement, ils seront foutus et ils vont se rendre. Donc, alors là, c'est transversal. Prenez le cas, par exemple, de la construction des mosquées. En principe, chez nous, pour construire une bâtisse, vous allez au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Oui. Si le ministère de l'Urbanisme et Habitat ne sait pas le nombre d'autorisations de bâtir qu'il a donné, comment vous allez lutter contre ces fléaux? Ça, je donne un exemple auquel les gens ne font pas attention. Ceux qui sont à Béni, vous sortez du pont Semoulik, jusqu'à la limite du parc, vous avez une mosquée qui a plus ou moins 150 places. Mais le village qui est à côté n'a pas plus de 50 personnes qui prient dans cette mosquée. Mais ce sont les gens qui sortent de la forêt. Est-ce que cette mosquée a l'autorisation de bâtir? C'est un exemple. Bon, j'ai dit les mosquées, je peux dire aussi pour les temples, pour les églises. Il faut mettre de l'ordre dans beaucoup de secteurs. Les chefs terriens qui ont vendu des concessions, est-ce qu'ils les ont vendues en bonne et due forme?
Parce qu'au-delà du terrorisme, il y a aussi les conflits fonciers. Oui, et coutumiers également dans votre Fonciers, livre. coutumiers, ainsi de suite. Oui. Problème de La succession. prophylaxie des massacres. Oui. Vous avez, ce n'est pas un secret, je peux vous dire que dans les Grands Nord notamment, dans le Nord Kivu, la plupart des chefs coutumiers sont contestés. Ils ne seraient pas légitimes. Je dis la plupart. Et ça, c'est un problème sérieux. Lorsque le gouvernement central reçoit des chefs coutumiers qui sont contestés là-bas, il crée un problème, sans peut-être le savoir et sans le vouloir. Ça peut tisser des alliances avec l'ennemi, on ne sait Mais jamais. exactement, oui. Exactement. Alors, cher confrère Niquez, Belle, 62 ans après, le gouvernement congolais a adopté la politique de défense du pays. Est-ce que vous y croyez? Et comment lutter efficacement contre ces cancers dont vous aviez même dit métastasés, je crois, si je n'ai pas massacré les termes techniques, pour en finir avec la nébuleuse EDF? Est-ce les FARDC les moyens de leur politique? Merci beaucoup. 62 ans après, est-ce que nous devons nous féliciter? Je dis non. Le pays a produit autant d'intelligence dans l'armée comme dans les universités. Comment un pays au cœur de l'Afrique, que Frantz Fanon appelait les revolvers, comment ces pays-là, avec ce qui est arrivé à Patrice Emery Lumumba, comment on pouvait faire 62 ans sans penser à une politique de la défense? Bon. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Tout commence toujours par un premier pas. C'est déjà une très bonne chose. Mais même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il ne suffit pas seulement d'adopter. Il faut appliquer. Et vous posez le problème des moyens. Bien sûr. Est-ce que les FARDC ont les moyens de leur politique? Moi, je dirais d'emblée non. Pour deux raisons. La première raison, ce qui venait de se passer, c'est une honte nationale. Quand les députés, ceux qui sont là pour donner corps au budget, se rendent compte que le budget des FARDC n'est pas un budget pour protéger la nation. Ils font la loterie de la générosité. Ils cotisent. Dans quel pays au monde on a gagné la guerre avec la cotisation? Non. Mais ils se magnaniment. Quelle magnanimité? Non, 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 s'il vous plaît, soyons sérieux. J'ai dit que c'est une honte nationale. Nous ne devons pas nous en réjouir. Ceux qui votent les lois, ceux qui votent le budget, ils cotisent pour l'armée. Et ils ont cotisé pendant combien de temps? Mais on n'en parle plus. Hein. On n'en parle plus. Cette loterie-là doit cesser. Il faut un budget conséquent pour notre armée. Et donc, j'ai dit, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ça, c'est de 1, 2, 2. Dans l'armée, dans l'art de la guerre, lorsque le commandant fait la projection des opérations, il vous dit, les opérations vont coûter $10 000. Un exemple. Si vous commencez à donner par des avances, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Si au lieu de $10 000, vous donnez 1 500, ainsi, non, il ne va pas gagner. Donc, ce que nous faisons ne permet pas à notre armée de jouer le rôle de la sentinelle de la République. Mais il y a la loi sur la programmation militaire. Par année, le gouvernement va cette fois-ci réserver $1 milliard américains. Nous parlons au futur. Mais nous disons, l'enfer est pavé de bonnes intentions, Parce il faut que le le faire. gouvernement avait construit ce système de défense et de sécurité. Il faut qu'il le fasse. Et nous jugerons au résultat. Nous sommes les hommes du terrain. Moi, je suis un homme de terrain. Il n'est pas normal qu'on puisse apprendre que les militaires ont manqué, par exemple, la ration. C'est anormal. Mais j'ai dit, c'est un problème qui concerne tout. Moi, je peux proposer une solution. Oui, laquelle? Par exemple, pour le problème des effectifs. Vous savez que nous sommes une armée sous-équipée. En effectif, nous avons 100 millions d'habitants. Notre armée n'a même pas les 1% des 100 millions. Les 1% des 100 millions, c'est 1 million. D'hommes. 1 million d'hommes. Notre armée n'a même pas. Et le nombre fait peur aussi à l'ennemi. Mais exactement. C'est mais comme la Chine. Oui. Imaginez moi, enfin pas moi, qu'on demande à chaque député, parce qu'ils ont été élus par le peuple, que pour une mandature, que chaque député fasse enrôler 200 jeunes. Parmi ses électeurs, 200 jeunes. Ils sont 500. Vous voyez, c'est des mesures Parce comme que ça. L'armée congolaise a vieilli également. Il faut qu'on puisse recruter aussi des jeunes gens. L'armée a besoin, et toutes les armées, nous n'avons pas de réservistes.
dans notre armée. Bon, on ne va pas parler de l'armée ici, mais nous disons que l'armée a besoin des effectifs, surtout à l'Est. Parce que le peu d'effectifs que l'armée a est combattu par les jeunes gens qui sont dans les milices à l'Est. Donc, ils devraient intégrer l'armée. Qui devaient intégrer l'armée. Mais j'ai une question qui me vient en tête, Nickel Skibel. Dans une guerre asymétrique, vous qui êtes spécialiste, faut-il aligner des milliers d'hommes pour défaire l'ennemi? Dans la guerre asymétrique, le nombre ne compte pas. Le nombre ne compte pas. Dans le nombre, il y a la lourdeur. Et même le nombre de commandants ne facilite pas la victoire. Ne facilite pas la victoire. Donc, bref, il faut adapter notre armée dans la guerre asymétrique. C'est-à-dire qu'il faut construire une armée du présent et du futur. Nous ne devons pas être une armée de retard, une armée du passé. Mais on continue à former des militaires en guerre classique au lieu de former des unités spéciales. On doit continuer à former des militaires dans la guerre conventionnelle, mais aussi des unités spéciales pour ce genre de guerre. Parce qu'imaginez, c'est depuis presque les années 90 que l'Est de la RDC est en ébullition. Mais il faut que l'armée réponde à ces désagréments, appelons ça désagrément, à cette déstabilisation du pays. Parce que tant qu'il y a la guerre, tant que la guerre dure, parce que la guerre asymétrique se base sur l'usure, le terrorisme se base sur l'usure. Et quand la guerre dure, la population arrête d'encourager son armée. Vous avez vu, lorsque Bunagana est tombé, tout le monde a chanté, à danser, à pleurer. Mais aujourd'hui, on a oublié. Posons-nous la question. Combien d'universités chez nous parlent du terrorisme qui est dans notre pays? Combien? Je mettrai mon doigt à couper. Si vous demandez à un professeur d'université spécialiste du terrorisme de vous définir le terrorisme au Congo, il va prendre les livres des Occidentaux. Mais la couleur locale, comme on dit en littérature, la réalité locale, définissez le terrorisme en RDC en partant des faits vécus sur le terrain. Et ça, la RDC doit construire tout un système qui part de la définition du terrorisme avec tous les éléments. Sinon, tous ces morts, des Béni, des Lituri, n'auront servi à rien. Plus de 2000 militaires sont morts. Je ne parle pas des civils parce que les civils, c'est plus que ça. Ils auront servi à quoi? Si nous n'avons pas de mémoire, si nous n'avons pas un système, si nous ne parlons même pas du terrorisme, si nous vilipendons même ceux qui combattent le terrorisme, nous passons notre temps sur les réseaux sociaux à nous attaquer à l'armée. L'armée, c'est... Et peu de médias parlent du terrorisme à l'aide de la RDC. Hein. Mais surtout, vous savez, en 2009, je recevais le prix africain de la liberté de la presse à Durban. Dans mon discours, j'ai dit que les médias du monde viennent à l'Est parce que des choses vont se passer. Mais d'abord, nos médias, nous les journalistes congolais, est-ce que nous savons ce qui se passe à l'Est? Mais non, nous sommes dans des polémiques. Nous ne lisons même pas, ni qu'est-ce qu'il y a beaucoup écrit sur mais oui, terrorisme. Moi, je préfère qu'un confrère me dise, je n'ai que 5 000 francs, donnez-moi un livre, je lui donnerai. Mais si les confrères ne s'intéressent même pas, comment voulez-vous que, dans notre triple rôle, informer, éduquer et distraire, nous ne le faisons pas, ou bien nous ne faisons que 2 au lieu de 3 parce que nous ne formons pas, nous n'éduquons pas. Alors, Nikezo, autant vers la fin de l'émission, pourquoi aujourd'hui les FARDC ne sont pas toujours à même de déloger ou bien de récupérer l'agglomération stratégique de Bunagana, et puis comment réadapter la stratégie au mode opératoire des terroristes ADF à l'aide de la RDC? Pourquoi les FARDC ne récupèrent pas encore? Oui, là c'est une guerre conventionnelle. Qu'est-ce qui empêche les FARDC? Non, au fait, le problème de Bunagana, je pense que nous le posons mal. Oui. Le M23 est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Oui. Parce que Bunagana n'est pas la frontière entre le Rwanda et la RDC. Bunagana est la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Donc le M23 ne peut pas prendre Bunagana sans l'appui de l'Ouganda. Mais il faut étudier les jeux de l'Ouganda. Il est dans la mutualisation avec nous, mais il est aussi avec le Rwanda. La formule est simple, c'est Xavier Roffreur qui parlait des alliances directes et indirectes. Ils ont fait ça. Donc,
Et nous devons connaître nos ennemis, connaître nos amis aussi, nos alliés, pour ne pas parler d'amis, parce que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Des intérêts. Donc nous devons comprendre de tout cela. Et lorsque nous aurons... En réalité, la RDC mène la guerre contre deux pays voisins. L'armée rwandaise qui attaque de nuit. Parce qu'elle attaque de nuit, et le matin, elle se retire et elle positionne les M23. Donc on peut avoir des liens avec ce qui s'est passé en Ouganda, les cas des réfugiés qui ont été détruits par l'Ouganda. Même l'ACR ne l'a pas condamné. Ce n'est pas une stratégie pour le Rwanda et l'Ouganda. Vous posez la meilleure question. Oui. Tout réfugié est protégé par le Haut Conseil le Haut Commissariat des réfugiés. Comment l'Ouganda peut détruire des camps de réfugiés sans que le HCR ne puisse lever le ton? Ça, c'est incroyable. Comment nous, la presse congolaise, nous pouvons laisser passer un événement pareil? C'est impensable. L'Ouganda qui est notre allié dans la mutualisation, comment il peut se permettre de chasser des Congolais, mais il les chasse, il les envoie où? Dans la gueule des M23. Ça, il ne faut pas être un stratège. Comme ils combattent la nuit et oui, il faut la pas PR. Oui. Parce que ces jeunes gens qui sont chassés, quand ils arrivent dans la partie contrôlée par l'M23, des gré ou de force, ils deviennent des combattants. En violation du droit international humanitaire. Exactement. Mais c'est là où nous, la presse, nous devions tirer la sonnette d'alarme. Nous faisons comme si c'est un fait divers. Non. Et après, nous disons, vous voyez que la guerre est globale, la guerre a des ramifications. La guerre, ce n'est pas seulement les militaires qui se battent, mais la guerre, c'est les stratégies, les techniques, ainsi de suite. Mais ce que notre allié, l'Ouganda, fait, je dirais, n'est pas catholique, je dirais, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Et il nous distrait. Alors, quel bilan dans quelques secondes sur la mutualisation des forces à Béni, même en Ituri? On ne sait pas tellement les retombées. Vous savez, lorsque la guerre a commencé, en 2014, les FRDC ont procédé par des bombardements. Le général Baouma et le général Mundos. Oui, Mundos également. Par des bombardements. Ils ont dispersé l'ennemi. Ils ont conquis plus de 40 campements de l'ennemi, notamment les Kijé Madina. Lorsque le général Mbangou est arrivé, il a découvert autre chose. Dans les affrontements à Garli qui ont duré 2 jours, il a découvert... Avec des bunkers. Hein? Il a découvert des bunkers. Oui. Donc les ADF ont construit des bunkers. Lorsque des avions viennent pour bombarder, ils entrent dans le sous-sol. Donc le travail de la mutualisation aujourd'hui, on ne parle même pas d'un seul bunker. Cela signifie quoi? Que les bunkers n'ont pas existé ou quoi? Alors que nous avons des images de bunkers. Où vous avez le général Mbangou avec la MONUSCO en train de visiter. Vous avez même le général Chiko qui est venu après Mbangou, qui visite les bunkers. Donc, comment aujourd'hui l'UPDF avec les FRDC bombarde sans découvrir les bunkers? Donc on refait la guerre comme en 2014. Nous disons, ça c'est un point de vue personnel, nous disons, c'est de la peine perdue, c'est du temps perdu. Parce qu'aujourd'hui, le bombardement seul, bien qu'on dise que l'aviation c'est le pouvoir, c'est la paix, mais dans une forêt, dans une guerre asymétrique, le bombardement seul ne suffit pas. Il faut engager des troupes au front par terre, dont l'infanterie. Mais comme nous l'avons dit au départ, revenir sur les systèmes de renseignement, sur l'infiltration, sur les agents doubles. Dénicher ces bunkers-là. Surtout la communication. Pourquoi le gouvernement n'est pas en mesure d'infiltrer la communication des ADF? Dans vos livres, vous avez parlé comment ils communiquent pour déposer des colis, c'est le terme que vous avez utilisé. Mais en 1 minute, parce qu'on a la fin de l'émission. Mais c'est pourquoi j'ai dit, ne parlez pas seulement du gouvernement. Oui. Parlons de nous tous. Même des chefs coutumiers, même la population elle-même. Chefs coutumiers, notables, ainsi de suite. Oui. Parlons de nous tous, des stratégies de la guerre. La guerre n'est plus simplement une histoire des militaires. C'est une histoire de tout le monde. La population n'est pas une population armée, une population militaire. Donc, mais le gouvernement a le monopole de parler aux entreprises de télécommunications pour que les communications des Béni puissent être contrôlées. Qu'est-ce qui manque au gouvernement? La question serait, pourquoi de tout ce temps on n'a jamais créé un parquet militaire, un parquet antiterroriste? Ça n'existe pas.
Moi, je me souviens quand on m'accuse là, et après une publication, je suis devant des magistrats, je dois leur expliquer que ce que je fais, c'est du terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Il faut créer un parquet antiterroriste. Il faut former des magistrats antiterroristes comme on voit dans d'autres pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun parquet civil, en RDC n'a déjà jugé un ADF, aucun. C'est-à-dire que les crimes commis par les terroristes, chez nous, ça passe comme si c'était des faits normaux. Créons un parquet antiterroriste, formez des magistrats antiterroristes, définissons le terrorisme en RD Congo et imposons cette définition à travers le monde. Et à ce moment-là, les gens comprendront que ce qui se passe au Congo, c'est du terrorisme. Mais si nous-mêmes, nous n'en prenons pas conscience, comment voulez-vous? Combien de gens ont lu tout ce que nous avons publié? Il faut que d'abord, les ministères de la Défense puissent récupérer ce que nous avons publié. Est-ce que le gouvernement, les dirigeants, lisent vos publications? Mais ils ne lisent pas. Parce qu'elles sont tellement pédagogiques. Mais même la presse elle-même pour se documenter. Il y a un responsable, après avoir quitté le pouvoir, qui m'appelle, il dit, mais toutes les solutions sont d'envoler. J'ai dit, mais quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas trouvé. J'ai dit à ces messieurs-là, j'ai dit, mais vous lisez quand vous êtes chômeur. Parce que des livres pareils, le premier client de Nikes serait le ministère de la Défense. Il pourrait même acheter... Et de l'intérieur également. Oui, mais tout ce qui fait sécurité, défense intérieure, acheter, distribuer aux militaires, expliquer ce que nous écrivons. Parce que la différence avec nos livres et les livres produits par les Occidentaux, nous, un militaire peut lire notre livre, ajouter, parce qu'il se retrouve dans les milieux, il peut corriger ce que nous avons écrit, il peut dire, M. Nikes ici a bien dit, lorsque nous avons expliqué l'opération de déception dans la prise de Bounagan, mais nous avons reçu une cinquantaine de messages des officiers FARDC en disant, c'est comme cela. Vous comprenez? Merci. Donc, il faut que l'armée s'accapare de ces livres. Nikes, on est à la fin de l'émission. Est-ce que le gouvernement vous utilise? Le gouvernement ne peut pas... Moi, je suis Congolais. Je suis Congolais. Sur le plan pédagogique. Ah, mais non, mais écoutez, si le gouvernement m'utilisait, nous serions très loin. Parce que moi, je suis un think tank. Moi, je vends les idées. Je ne vends pas les haricots. Et vous savez, chez nous, celui qui vend les idées, il ne peut pas même avoir un crédit en banque. Qu'est-ce qu'il va laisser? La preuve, chaque fois que je vois, je trimballe avec 5-10 kilos de livres. Je paie les excédents. Là où j'arrive, je vends. Je peux vendre 5-10, je retourne avec mes livres à Goma. C'est ce que je fais. Merci. Donc, et c'est cet appel-là, je dis que les Congolais, les universités, puissent acheter, lire, inviter Nikes, faire des débats, discuter et que nous puissions... Créer une petite cellule de réflexion en matière de terrorisme. Et je crois que prochainement, on pourra en parler et utiliser les gens comme Nikes et d'autres. Mais prenez le ministre Julien Paloukou. Il a cette expérience. Oui. J'espère qu'il en parle au gouvernement. Parce que 12 ans, il a... Non, pas 12 ans, je corrige. Presque 20 ans. Presque 20 ans, oui. Parce qu'il a commencé à la petite territoriale, administrateur du territoire adjoint, jusqu'au gouverneur. Donc, voilà des gens qui devraient donner des explications pédagogiques même au gouvernement en disant voici ce qui se passe, voilà, ainsi de suite. Si lui, mieux placé, on ne l'utilise pas, comment vous voulez qu'on m'utilise moi? Le message est passé, Nikes Kibel. Cette émission est terminée, une émission tellement pédagogique. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Merci. Merci beaucoup, tous les plaisirs étaient pour moi.